Alors, on a évoqué à plusieurs reprises le scénario de ce Grand Prix. À quelques dizaines de kilomètres de là, s'était conclu le festival de Cannes avec les spécialistes des scénarios. En fait, ils ont avalé toutes les idées parce que alors là, le scénario, c'était encéphalogramme plat. À part le premier tour où on a eu une attaque et une défense, parce que honnêtement je sais pas bien où mettre la faute entre Kevin Magnussen et Sergio Pérez sur ce premier tour, l'accrochage des Alpines, on va en reparler. Mais alors sinon après derrière, il y a plus rien parce qu'en fait on a autorisé les pilotes à changer de pneus au moment du drapeau rouge. Ouais, ça c'est sûrement donc ils ont tous évidemment pris un type de pneu différent pour remplir l'obligation de rouler avec 2 types de pneus différents pendant le Grand Prix. Et derrière, c'était terminé. Il n'y avait rien à faire. On comprend une procession. Bien ça. À mi-Grand Prix, si on peut changer les pneus, forcément, c'est une opportunité. Et là, il y avait juste un tour de couvert. C'est difficilement compréhensible. Cette statistique, Steph, aucun changement dans le top 10 sur l'intégralité d'un Grand Prix, c'est inédit en Formule 1. C'est du jamais vu, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'était le Grand Prix de l'ennui, plus ennuyeux, le plus inintéressant. C'était un no-show absolu. Il y avait 3 fois par lesquelles le top 6 était resté figé du début à la fin. C'était des circonstances. Il y avait déjà Monaco en 2018. Il y avait Spa en 2018 et puis il y avait aussi Spa en 2021 sur ce fameux Grand Prix, alors qu'on ne peut pas vraiment compter, qu'il n'avait fait que 2 ou 3 tours. Oui, c'est ça, ouais. Donc si je ne me trompe pas, c'était ces 3 occasions par lesquelles effectivement on n'avait pas eu d'action. Mais c'était Monaco 2018, Singapour 2018, un autre circuit en ville, comme par hasard on va en reparler, et puis Spa 2021 pour les raisons qu'on sait. Mais effectivement, en changeant, en repartant avec des pneus, je pense même que dimanche, les pilotes, tu leur as demandé de faire 2 Grands Prix de Monaco avec le même train, ça leur posait aucun problème. Là, ces pneus, mais ils pouvaient rentrer à l'usine avec. Tout à fait. Alors moi j'ai regardé simplement les critères que met en avant Pirelli sur les contraintes des pneumatiques, parce qu'ils ne s'usaient pas, donc il faut comprendre un petit peu ce qui se passe dans tout ça. Alors déjà, les pneus tendres, ils n'avaient pas l'intention de les passer, c'était vraiment du médium ou du dur, et là on pouvait aller très loin et très longtemps avec, mais pas très vite, ça c'est clair. Et il y a sur les 8 critères, en fait, il y en avait 4 qui étaient extrêmement favorables sur la tenue des pneumatiques, c'est-à-dire que les ailerons sont très chargés, donc il n'y a pas de problème de traction, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de stress en latéral sur les pneus, on n'a même pas vu de grainage. Et puis, il y a très très peu d'abrasion, de dégradation en fait due à la piste. Et tous ces facteurs font que c'est assez facile. Et j'ai regardé, ce sont les facteurs les plus favorables, donc dans 4 cas sur 8 critères que retient vraiment Pirelli. Et aucun autre circuit du championnat ne se retrouve dans aucun critère dans la situation la plus favorable. Donc Monaco, c'est vraiment le circuit le plus facile. C'est la vitesse moyenne la plus faible de l'année. Bon, et puis comme c'est quasiment impossible de dépasser parce que les voitures font 2 mètres de large, tu roules moins vite forcément pour pas dégrader tes pneus. Et puis tu te retrouves avec un Grand Prix qui se transforme en procession, on l'a dit. Et pourtant, la F1 va de plus en plus sur des circuits en ville, Stéphane. Ça paraît un petit peu aller à contre-courant. On les a vus se multiplier ces derniers temps, les circuits en ville. Sauf que les circuits qui sont arrivés dans le calendrier en ville ont tous, à un moment, la faculté de produire des dépassements. Si on les reprend, Miami, il y a une longue ligne droite, Bakou, une longue ligne droite, Las Vegas, le strip, là, pour le coup, c'était plutôt facile de faire un endroit, de produire un endroit avec des dépassements. Il y a Singapour, où c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, et dimanche, les pilotes ont commencé sur des chronos qui étaient 10 secondes supérieurs au temps de qualif. Alors évidemment, ils avaient des pneus durs. Le réservoir rempli. Bon, mais à Singapour, on a connu aussi des débuts de course à 11 secondes des rythmes les plus soutenus en qualif. Mais effectivement, ils ont compris que sur un circuit urbain, aujourd'hui, en fait, tu fais une longue ligne droite, tu fais un échappatoire, tu fais une épingle au bout avec un gros freinage, et là, tu es tranquille. Tu as des dépassements. Ce qu'on ne peut pas faire à Monaco, parce qu'on ne peut pas élargir les rues. Et puis surtout avec des zones DRS gavées au DRS, ce qui n'est pas vraiment le cas non plus à Monaco, parce que le DRS n'est pas efficace. Il y en a même un temps, il n'y en avait pas de zone DRS. On en a ajouté une qui est relativement symbolique. Mais
Le problème se reposera peut-être pour Monaco, je pense à 2021 où il y avait eu 0 dépassement en course hors premier tour où les statistiques sont pas comptées. Mais c'est un circuit tellement historique, c'est le joyau de la couronne, il nous faut ce circuit-là. Mais après, est-ce que on va vers d'autres exemples de Monaco? Non, tu l'as dit, les circuits qu'on fait, c'est vraiment une grande ligne droite, épingle, terminé. Mais la question, c'est vraiment le modèle. Est-ce qu'on doit aller vers ça? Parce qu'en fait, le nouveau promoteur du championnat, ça fait quand même 7 ans maintenant qu'il est nouveau promoteur, il considère que la Formule 1 doit aller vers le public, où il est. L'exemple de la Formule 1, mine de rien. Tout à fait, sur l'exemple de la Formule 1 qui, elle, fait le chemin un petit peu inverse. Oui, c'est ce qui est assez paradoxal parce que les Formule 1 étaient sur le circuit de Shanghai en même temps. Oui, à Mexico, etc. Et on voit que ça dépasse dans tous les sens. Alors les problématiques sont un petit peu différentes aussi. Mais c'est beaucoup plus ouvert qu'entre deux rails en ville. Et c'est là l'intérêt. Je me permets juste de tirer la sonnette d'alarme parce que je pense que ce qu'on a vu ce dimanche, c'est très 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 dangereux pour le Grand Prix de Monaco. Parce que le côté historique, tout ça, ça échappe complètement aux promoteurs de la Formule 1. Je me demande même dans quelle mesure ce qui est historique, c'est pas vieux, tout simplement. Et là, on avait évoqué pendant un moment le fait de modifier un petit peu le circuit de Monaco, d'aller un petit peu plus loin que le portier, d'aller dans le quartier du Lavorto. On n'en a plus entendu parler. Je me permets de signaler que le contrat du Grand Prix de Monaco avec la Formule 1 va jusqu'en 2025, je crois. Et après quoi? Je me permets de tirer le signal d'alarme parce que je suis attaché au Grand Prix de Formule 1, que j'ai grandi en voyant ce Grand Prix de Monaco. Mais là, clairement, un Verstappen avec des pneus frais n'arrive pas à dépasser un Russell qui a des pneus qui ont plus de 50 tours. Parce que en fait, s'il n'y a pas un petit peu de la bonne volonté de celui qui se fait dépasser, à Monaco, vous ne pouvez pas dépasser. Donc, on ne peut pas élargir les rues. Les nouvelles Formule 1 qui devraient être un peu plus étroites n'arriveront qu'en 2026. Oui. Et on a fait plus large quand même en Formule 1. On a fait 2,15 m. Oui, on a fait pire. Mais tu parles du sport, effectivement, mais dis-toi une chose, c'est que le Grand Prix de Monaco, c'est d'abord la vitrine du championnat. Mais c'est une évidence absolue pour les Européens, pour les sponsors. Non, mais pour les sponsors, pour l'image, pour le relationnel, pour tout ça. Et moi, je te dis, commémorer aussi Ayrton Senna ce week-end. Et d'ailleurs, je trouve qu'on en a fait un petit peu trop. Moi, je trouve que c'est très joli. Merci de le dire. La McLaren en jaune, l'hommage, tout le monde habillé dans le garage McLaren en jaune. Je trouve ça génial. Et la livrée était réussie. Pour une fois, c'est difficile de faire une livrée spéciale qui tienne la route. Je ne comprends pas pourquoi Monaco est pas... Non, mais ce que je regrette simplement, c'est l'exploitation commerciale derrière. Moi, j'aimerais bien, effectivement, qu'on fasse tout ça, mais que ce soit pas avec des arrière-pensées marketing, commercial, c'est tout, c'est juste ce que je dis. J'en reviens au Grand Prix de Monaco, j'ai pas tout à fait ta vision de la chose. C'est du business, la Formule 1. Et la vitrine, je vais te dire, la vitrine qu'on veut faire de la Formule 1, c'est Las Vegas. C'est plus Monaco. Et je suis persuadé qu'à la CO, ils en sont conscients. Et il faut vraiment... À la CM. Oui, la CO, c'est les 24 heures du Mans. Pardon, j'étais... je prépare aussi les 24 heures du Mans qui vont arriver. Je m'embrouille un peu les pinceaux. Non, mais alors, le fond du problème, ce contrat court pour le Grand Prix Monaco, c'est encore des questions de gros sous parce que le promoteur a dit maintenant en fait on prend le contrôle des contrats publicitaires sur le circuit, alors etc. que c'était le dernier circuit à avoir encore ses propres contrats publicitaires, sa propre réal télé, tous les avantages, toutes les particularités qu'avait l'ACM et donc le Grand Prix de Monaco ont sauté sur le dernier contrat, et le contrat le plus récent justement, et je ne veux pas dire que c'est le dernier, mais là pour moi je vais confier mon sentiment. J'ai un sentiment d'urgence sur le Grand Prix de Monaco. Ce sont les équipes qui le tiennent aussi. Et il y a encore des passes droits en Formule 1. Une écurie comme Ferrari a son petit bonus. Il faudrait que celui-là reversé tous les ans. Ce que je ne comprends pas, on nous explique qu'il est plafonné maintenant. C'est très bien, mais là encore, il y a des exceptions à la règle. Mais Monaco doit exister. Ça fait rêver les pilotes. C'est le Grand Prix que chaque pilote a envie de gagner en dehors de son Grand Prix national. Je pense que même
même avec un Grand Prix, un non-Grand Prix tel que celui-là, ça doit rester au calendrier. On n'aura pas cette situation tous les ans. Clairement, ce Grand Prix 2024, il est sauvé des eaux parce que c'est Charles Leclerc qui le gagne.